Bonjour, je suis heureux de recevoir aujourd'hui à nouveau Christian Makarian et nous allons tout de suite faire le point sur la guerre en Ukraine, la guerre provoquée par la Russie. Et il se passe beaucoup de choses là-bas. Sentez-vous également une évolution dans un sens ou un autre? Justement, pas de manière significative, ce qui hélas remplit la meilleure condition pour que le conflit perdure et fasse de plus en plus de victimes, de destruction. Le carnage est appelé à continuer parce qu'il n'y a pas de victoire décisive ni chez l'assaillant ni chez l'agressé. En l'occurrence, c'est l'Ukraine qui est agressée et c'est la Russie qui est l'agresseur. La Russie, on le voit bien, sa manœuvre consiste à descendre du nord à travers la prise d'Izium et essayer d'abaisser la mâchoire de façon à rejoindre la partie qu'occupe la Russie au sud et d'enfermer dans une sorte de nasse géante la fine fleur de l'armée ukrainienne. Sauf que l'armée russe a énormément de mal à progresser, la résistance des Ukrainiens est très forte, et elle va l'être encore plus grâce aux livraisons d'armes effectuées par les États-Unis et maintenant par presque tous les pays de l'Union européenne. C'est assez frappant. Il y a une intensification du conflit et il y a un renforcement, un durcissement du front anti-russe animé par les États-Unis. Alors il y a une visite quand même qui a eu lieu, c'est le secrétaire général de l'ONU qui est allé voir le président Poutine. Il semble que le président ait accepté théoriquement l'évacuation des personnes qui sont, enfin des soldats peut-être pas, mais en tout cas des civils qui sont enfermés à Mariupol. Est-ce que c'est un changement simplement une concession tactique ou un changement de position? Non, parce que la définition que nous avons en Occident de l'humanitaire et la définition qu'en a la Russie est complètement différente. Pour la Russie, l'humanitaire, c'est la constatation de la défaite. Nous vous évacuons car vous avez perdu. C'est d'ailleurs parce que vous avez perdu et pour que vous admettiez votre défaite que nous évacuons les populations civiles. Alors que, normalement, en Occident, le couloir humanitaire, par exemple, consiste tout simplement à évacuer les civils afin qu'ils cessent d'être les victimes des bombardements. C'est une toute autre définition. Mais pas les militaires. Mais pas les militaires. Non, les militaires ne sont pas concernés par cette opération. Et ce que propose la Russie est assez pervers, puisque la Russie propose un corridor pour aller vers la Russie. Et vous imaginez quel choix pour les civils ukrainiens, après tout ce qu'ils ont subi de la part des forces russes, d'aller se réfugier en Russie. Ça pourrait concerner éventuellement les Ukrainiens pro-russes et russophones, mais ils sont une minorité parmi ceux qui ont été piégés à Mariupol, spécialement dans l'usine Azovstal. Et dans la conférence de presse qui a eu lieu ensuite avec le secrétaire général de l'ONU, le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, a encore fait monter les choses d'un cran en parlant de la guerre nucléaire. Oui, parce que la Russie est encore dans l'escalade, on le voit bien dans sa manière d'essayer d'englober maintenant la Transnistrie dans l'ensemble du paysage pour dessiner un arc au sud gigantesque qui serait susceptible d'étouffer l'Ukraine et de lui priver tout accès à la mer. Alors on peut faire une parenthèse. Oui. Est-ce que l'Ukraine peut survivre sans l'accès à la mer ou est-ce que c'est la fin de l'Ukraine? Non, parce qu'un port comme celui de Mariupol, par exemple, est celui par lequel les produits métallurgiques, mais aussi différents produits minerais, beaucoup de minerais, et le charbon, oui, tout à fait, étaient exportés. Donc, priver l'Ukraine de port, c'est priver l'Ukraine d'exportation. Or, comme tout le monde le sait, l'Ukraine est un énorme producteur de blé, de produits métallurgiques, de produits manufacturés aussi, de toutes sortes de céréales, et puis aussi beaucoup de Donc c'est une stratégie cohérente de la part des Russes. C'est une stratégie d'asphyxie organisée par les Russes, oui. Peut-elle réussir? Pour l'instant, elle avance lentement sur des bases effectivement extrêmement violentes, extrêmement brutales, mais sur des bases de destruction. On a du mal à trouver la cohérence du plan russe, si ce n'est
de détruire l'Ukraine et de la mettre à genoux. Est-ce que le fait de vouloir mettre un pays à genoux par tous les moyens est une définition suffisamment fine d'une stratégie dans un cas aussi complexe que celui de l'Ukraine, avec ses près de 45 millions d'habitants et sa masse géographique tout à fait considérable? Je ne suis pas sûr du tout. Alors que la Russie ait pu atteindre des objectifs précis, par exemple lorsqu'elle a annexé la Crimée en 2014, certes, encore une fois, en prenant le Donbass, Donetsk et Lugansk, les deux républiques séparatistes, mais aussi, plus largement que les républiques séparatistes, les oblasts, les régions que représentaient Donetsk et Lugansk, qui sont beaucoup plus vastes que les républiques séparatistes en elles-mêmes. Oui, ça, la Russie peut l'atteindre. Elle est d'ailleurs en passe de l'achever. Elle est en passe de l'achever. Mais est-ce que ça fait pour autant vaciller le pouvoir de Kiev? Non. La Russie n'arrive pas à faire oublier, et à faire oublier à ses propres troupes, l'échec total qu'a constitué la première semaine des opérations militaires, entre le 24 février et la fin de la première semaine de mars. La Russie a échoué dans la prise de Kiev, ou dans la chute de Kiev, ou dans la chute de Volodymyr Zelensky. C'est un ensemble de tout cela. Donc depuis, elle ne cesse de trouver, ou d'essayer de trouver, d'autres moyens coercitifs pour étrangler l'Ukraine et l'amener à la table des négociations. Là encore, il y a la même ambiguïté sur le mot négociation que celle qui existe sur le mot humanitaire. La Russie entend par négociation capitulation. Voilà, exactement, Bernard. C'est ce mot-là. Elle entend capitulation, comme elle entend par humanitaire, évacuation complète de la population, ce qui n'est pas du tout le fait de porter secours à des innocents. Donc, si cette capitulation a lieu, eh bien, la Russie pourra enfin trouver la porte de sortie de la crise. Or, nous constatons que rien ne va dans le sens de cette capitulation, notamment la bravoure, bien sûr, des combattants ukrainiens, mais notamment l'engagement croissant des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN, nous tous les Européens, presque, pas toutes les nations européennes, mais presque, l'engagement de ces pays à fournir maintenant du matériel, de plus en plus, du matériel militaire, bien sûr, de plus en plus, honnêtement, efficace. Quand la France décide de livrer une douzaine de canons César, elle prête des armes qui ont la réputation de permettre aux Ukrainiens de se défendre, puisque le concept défensif doit rester notre ligne de définition. Mais enfin, tout de même, un canon qui tire à 80 km... Ah, pardon, je retire. Un canon qui tire à 40 km, avec ce degré-là de précision, à une cadence de 6 à 8 coups par minute, ça peut faire très mal aux forces russes. Et moi, je veux bien qu'on en reste à une définition purement défensive, mais de toute évidence, l'OTAN a franchi un cran. Nous sommes passés du défensif-défensif au défensif un peu plus offensif. Est-ce qu'il n'y a pas là le risque dont parlait Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, de glisser vers un stade de confrontation directe entre la Russie et l'OTAN, ou est-ce que ce sont des paroles verbales? Alors, je ne crois pas qu'il y ait un risque de confrontation directe, puisque l'OTAN, les États-Unis aussi, même les États-Unis, aussi résolus qu'ils soient, font très attention à ne pas entrer dans ce qu'on appelle la co-belligérance. Nous ne sommes pas les co-belligérants des Ukrainiens. Nous allons à la rescousse des Ukrainiens, car ils sont agressés en tant que nation souveraine, car nous avons signé en 1994 les fameux référendums de Budapest, par lesquels les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie aussi, mais par extension la France et l'Allemagne, s'engageaient à respecter la souveraineté de l'Ukraine et ses frontières territoriales, ses limites territoriales, en échange de l'engagement solennel que prenait l'Europe, en échange de l'engagement solennel que prenait l'Ukraine de dénucléariser son pays, car l'Ukraine, à cette époque-là, en 1994, était la troisième puissance nucléaire mondiale par le nombre de têtes nucléaires
qu'elle hébergeait sur son sol. C'était bien sûr sous le couvert de l'URSS, mais enfin tout de même, quand on s'est retrouvé dans cette situation, il a fallu agir. Donc quand les États-Unis et l'OTAN agissent pour aller à l'appui de l'Ukraine, ça n'est pas pour déclarer la guerre à la Russie, et à mon avis ça ne doit surtout pas l'être, il faut être catégorique sur ce point, mais c'est en application des référendums de Budapest de 1994, lesquels étaient co-signés par la Russie, qui, elle, les a violés. Alors le fait que la Russie viole sa parole, c'est son problème, si j'ose dire, mais le fait que les Occidentaux décident d'observer leurs paroles, de tenir parole et de défendre les frontières de l'Ukraine, c'est non seulement leur droit, mais c'est aussi leur devoir. Mais à long terme, est-ce que quand même l'avantage n'est pas à la Russie, parce que même si elle n'avance que de 50 cm par jour dans cette manœuvre dont vous avez parlé, est-ce qu'à long terme, elle ne va pas gagner, étant donné la disproportion entre la taille de l'armée russe et la taille de l'armée ukrainienne, alors c'est possible, si vaillante soit-elle? C'est possible, c'est peut-être même probable, c'est peut-être et sans doute le calcul de l'état-major russe, de procéder à un étouffement organisé, à une sorte de lente strangulation de l'Ukraine, et que cet étranglement finisse par amener les Ukrainiens à la table de négociation, c'est-à-dire à la capitulation, c'est possible. Sauf que j'observe sur le terrain une situation pour le moins contrastée. Si les Ukrainiens sont effectivement, Bernard, vous avez tout à fait raison, menacés dans l'Est, ils résistent dans le Sud. Regardez par exemple une ville comme Mykolaïv, qui se trouve un peu au nord-est d'Odessa, aurait dû logiquement tomber après tout ce qu'elle a subi comme bombardement et comme rapprochement, resserrement des forces russes autour d'elle. Eh bien, Mykolaïv résiste encore. C'est la raison pour laquelle les Russes tapent du côté de Kherson, juste à côté, parce qu'il leur faut absolument avoir des avancées. Ce qui est frappant, c'est à la fois le taux de destruction engendré par l'armée russe et la lenteur avec laquelle elle progresse. Alors, oui, elle progresse, mais à un prix, à un coût très élevé. Et croire que la Russie n'a pas de notion de coût humain ou de coût militaire, à mon avis, c'est une erreur. Le secrétaire d'État américain à la Défense, Austin, a justement dit que l'un des objectifs de cette aide massive de l'Occident, c'était d'affaiblir l'armée russe. Donc, à votre avis, ce que vous venez de dire, ça correspond à cette intention américaine. C'est-à-dire que laissons-les avancer, laissons-les, mais en même temps, ils s'épuisent. Est-ce qu'ils s'épuisent plus qu'ils n'avancent? C'est cela, exactement, Bernard. Laissons-les mettre de plus en plus de moyens et d'hommes sur le terrain et subir de plus en plus de pertes et de coûts. Ils peuvent avoir une victoire par attrition. Ils peuvent avoir une victoire par attrition. Je veux dire les Ukrainiens. Oui, les Ukrainiens peuvent obtenir une victoire par attrition sur les Russes, mais je resterai prudent à ce stade, parce que les Russes sont quand même une force qui occupe, regardons la carte, elle parle d'elle-même. C'est pas l'Ukraine qui est entrée en Russie, c'est la Russie qui est entrée en Ukraine, et de façon très massive quand même. Donc l'occupation du territoire est un signe. Bon, vous allez me dire que l'armée allemande a réussi à faire en sorte que pendant la Première Guerre mondiale, 4 années de guerre se passent sur le sol français et jamais sur le sol allemand, mais qu'au total, l'Allemagne a perdu, c'est exact, ça n'est pas en soi complètement significatif, mais en matière militaire, il faut se méfier des comparaisons. Et quitte à faire une comparaison, osons-en une autre, c'est l'Afghanistan. La façon dont l'armée rouge, et ça je pense que c'est dans le calcul des Américains, la façon dont l'armée rouge s'est investie de façon croissante pendant toute la décennie des années 80 en Afghanistan, pendant que les États-Unis fabriquaient de toutes pièces une force de résistance et les armaient, et armaient ces hommes qu'on appelait ensuite les talibans, cette façon de créer un piège géant est quelque chose qui, cette fois, n'est pas une création américaine, mais une création russe. Ce sont les Russes qui ont décidé d'envahir l'Ukraine. Ce sont les Russes qui ont décidé de nous donner une leçon à l'Occident. Et ce sont les Russes qui ont décidé, c'est à mon avis le plan vraiment qui a prévalu
aux pensées de Poutine au départ, ce sont les Russes qui ont pensé et qui ont voulu mettre les Américains hors d'Europe en tirant des conclusions hâtives de la façon dont les Américains se sont retirés d'Irak, de Syrie et, si piteusement, d'Afghanistan le 15 août de l'année dernière, de l'année passée. Donc les Russes ont extrapolé, ils se sont dit, les États-Unis sont sur la pente déclinante, c'est terminé. Il suffit de déclencher une offensive majeure et les États-Unis ne se réinvestiront pas en Europe. Eh bien, ce fut une erreur. L'exemple de l'Afghanistan que vous avez pris est quand même difficilement comparable avec Oui. celui de l'Ukraine parce que c'est le grand jeu et l'Afghanistan, personne n'a jamais réussi Non, d'étrangers à... vous avez tout à fait raison. C'est pourquoi j'ai dit au préalable que la comparaison en matière militaire n'est pas raison. Mais il y a éventuellement un élément de similarité théorique qui est l'idée de laisser une puissante armée dont la réputation est établie s'enfoncer dans un contexte local en renforçant les défenses des adversaires de cette armée d'invasion. Voilà, c'est dans ce sens-là, les Américains, en soutenant à fond les Ukrainiens comme ils le font, fournissent, créent une sorte de piège géant dans lequel l'armée russe pourrait être au final embourbée et puis possiblement engloutie, parce que c'est quand même une masse considérable. Déjà, les Russes ont renoncé à beaucoup de choses. Ils ne voulaient pas, par exemple, briser les usines d'armement, parce qu'ils voulaient récupérer l'armement que fabriquent les Ukrainiens. Oui, c'est... Or, ils ont bombardé l'usine de fabrication de missiles Neptune dans la banlieue de Lvov, je crois. Oui, puis l'usine sidérurgique, les ports, tout ça, si tout est détruit, on ne voit pas très bien. Tout est détruit et on voit bien que ils frappent là où ils auraient aimé plutôt procéder à des prélèvements et à des pillages. Donc la Russie, après avoir renoncé à Kiev et à la prise de contrôle de Kiev ou au renversement du pouvoir, au fameux regime change, comme on dit en anglais, elle renonce au regime change, elle renonce à renverser Zelensky, elle renonce à contrôler Kiev et sa banlieue directe, c'est-à-dire le cœur battant de l'Ukraine. Elle renonce à laisser intactes les industries sur lesquelles elle espérait faire main basse. Ça fait beaucoup de renoncements en 2 mois. Et comment expliquez-vous les massacres de civils dans certains endroits? Je l'explique Est-ce que c'est un ordre qui vient d'en haut ou est-ce que c'est la sauvagerie naturelle Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord le fait que l'armée russe est rompue à des comportements de ce type-là par défaut de discipline. Ce n'est pas une armée régie par une discipline en matière de respect des civils ou des populations civiles, comme on peut le faire dans les armées occidentales. Il n'y a pas de formation du soldat russe sur ce plan-là. Au contraire. Deuxièmement, il y a une cause idéologique qui est évidente, c'est qu'on a enseigné à ces soldats, notamment aux jeunes conscrits, qui représentent quand même un tiers de la force humaine du personnel. Et qui viennent des lointaines marches qui viennent des marches asiatiques de la Fédération de Russie. Mais bon, après tout, s'ils venaient d'ailleurs, peut-être que leur comportement serait le même. Mais là, pour eux, c'est encore plus étrange. Toujours est-il qu'on leur a enseigné, à eux, comme aux conscrits, russes blancs qui font partie de cette armée, on leur a enseigné que les Ukrainiens n'étaient qu'une bande de terroristes et non pas une armée organisée. Donc, que ces soldats peu aguerris, intoxiqués par une propagande qui leur a dit et répété « Vous n'aurez pas de résistance en face de vous, vous avez des sous-hommes, des sous-russes, des véritables terroristes, voire parfois des nazis, ils ne sont pas capables de se battre, que ces gens réagissent très mal quand ils voient au contraire des soldats organisés qui sont susceptibles de leur tenir tête, voire de leur infliger des défaites et des pertes sévères, que ça les met en colère et qui procèdent à des tueries, ça n'est malheureusement pas incohérent, c'est même assez compréhensible. C'est arrivé dans toutes les armées du monde aussi. Oui. Faut pas... Et enfin, dernier point, il est incontestable, on l'a vu à Boutcha, que le commandement est en faute, puisqu'il a, si ce n'est donné des ordres
de maltraitance vis-à-vis de la population civile. Il a objectivement laissé faire, et laisser faire des tueries, c'est les encourager. En termes de jurisprudence internationale, ces gens-là sont coupables et un jour ou l'autre, ils seront jugés. Alors qu'ils ont reçu une médaille que Vladimir Poutine a effectivement décoré un des régiments qui s'est illustré par des tueries contre les civils à Boutcha, effectivement. Avait-il besoin de faire ça? C'est une manière d'entretenir la même propagande que celle du début, c'est-à-dire, vous verrez, les Ukrainiens n'opposeront pas de résistance, ce sont de piètres soldats, et la gloire de l'armée russe finira par les engloutir. C'est une manière d'entretenir ce storytelling totalement faux depuis le départ, parce que s'il y a bien une donnée qui crève les yeux, c'est l'incroyable résilience du peuple ukrainien, son incroyable capacité à s'unir face à un adversaire qui, encore une fois, n'est ni culturellement, ni linguistiquement étranger. Je veux dire, il faut quand même essayer de comprendre ce que signifie l'agression russe à l'égard de l'Ukraine. C'est exactement comme si la France envahissait la Wallonie, si elle y procédait à des exactions contre les populations civiles, ou bien, si on préfère une autre image, c'est exactement comme si la France bombardait Genève afin de la raser. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un parti rattachiste wallon. Hein. Oui, c'est exact. C'est exact. Mais il a toujours été très, très, très minoritaire. En tout cas, il n'a pas rencontré d'appui à Paris, reconnaissons-le. Il y a eu aussi un autre aspect, c'est celui de la prétendue maladie de Vladimir Poutine, des images qui apparaissent ici et là sur Internet. Nous sommes tellement démunis et privés d'informations que ce genre de rumeur fait partie de notre incapacité à pénétrer la sphère totalement étanche, totalement hermétique que représente le Kremlin. Alors qu'il y ait des rumeurs observant sa main droite gonflée, figée et très blanche, oui, moi aussi j'ai noté ce détail, ou bien sa diction lente, la mollesse générale qui semble s'être emparée de son corps. Écoutez, ce sont des considérations qui n'ont rien de scientifique, qui n'ont rien de médical et qui n'ont rien de psychologique non plus. Donc, non, moi je préfère m'en tenir à l'analyse qui est celle d'un observateur des relations internationales. Monsieur Poutine s'est totalement trompé. Alors, depuis le début, sur le taux de résistance de l'Ukraine, sur le caractère efficace de ses propres forces armées, il s'est totalement trompé aussi sur la réplique de l'Occident, qui marche pour l'instant les coudes serrés et unis et solidaires face à l'agression russe. Poutine s'est trompé, si on résume, sur tous les plans. Alors que ça le rende dépressif, c'est possible. Mais je ne suis pas expert en dépression. En tout cas, il garde un ami, c'est l'ancien chancelier Schröder, qui, dans une interview au New York Times, a refusé, enfin, tout en condamnant la guerre, évidemment, mais a refusé de prendre ses distances avec lui, de quitter son job très bien payé chez Gazprom. Et c'est quand même étonnant. Reconnaissons à Gerhard Schröder une vraie cohérence. Il est passé de l'autre côté et il y reste. Il ne peut pas renier deux fois les choses, contrairement à d'autres personnages qui l'ont fait, en particulier dans la vie politique française, qui ont renié Poutine après lui avoir rendu visite et même après avoir sollicité un prêt auprès de Poutine. Bon, passons. Les élections sont terminées et c'est heureux d'ailleurs. Mais honnêtement, je pense qu'il y a des alliés. Par exemple, M. Orban. M. Orban, le Premier ministre hongrois, qui est le seul, le président, pardon, hongrois, qui est le seul à accepter, parmi les nations acheteuses de gaz russe, de payer en roubles sa facture. C'est le seul. Toutes les autres nations ne l'acceptent pas. M. Orban fait très attention à la façon dont il s'exprime à l'égard de Vladimir Poutine. C'est exact. C'est beaucoup plus choquant, à mon avis, l'attitude d'Orban est beaucoup plus choquante que l'attitude de Schröder, qui de toute façon est totalement démonnayé, discrédité
Et de mon point de vue, c'est déshonoré complètement. Merci beaucoup, Christian. Nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, la semaine prochaine pour faire le point de cette guerre. Peut-être que nous allons nous retrouver pendant 10 ans, toutes les semaines. En tout cas, pendant un certain temps, Pendant un c'est certain certain, temps, mais oui. ça nous permettra de décrypter ensemble une situation très complexe, il est vrai. En tout cas, c'est vrai que l'Ukraine a un grand avantage avec les livraisons d'armes récentes, modernes, performantes, que l'Occident lui envoie. En particulier, les Allemands ont fait un geste extraordinaire Oui. en envoyant du matériel qui, même s'il n'est pas très récent, a une capacité de feu absolument extraordinaire, anti-aérienne et même sur les troupes au sol. Ce qui laissera des traces. Parce que tout ce matériel militaire accumulé, les canons français, les blindés allemands Gepard, les T-72, les vieux T-72 soviétiques que la Pologne avait dans ses hangars et qu'elle envoie aux Ukrainiens, tout cela va produire quand même un amoncellement d'armes en Ukraine qui aura nécessairement des conséquences sur le long terme. L'Ukraine se remilitarise et nous-mêmes, les nations européennes, en livrant des matériels militaires, nous allons devoir augmenter tous notre dépense militaire et conséquemment passer de nouveau sous une nouvelle forme de dépendance vis-à-vis des États-Unis. Il va falloir quand même penser de façon géostratégique aux conséquences de tout cela. Il y a une transformation du monde, mine de rien, qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et à bientôt.